Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Au sommaire donc, les derniers chiffres relatifs au Covid-19 au Maroc. 107 nouveaux cas ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Cela porte le total des personnes contaminées à 990. Le ministère de la Santé dénombre également un total de 69 morts et 71 guérisons. Pour analyser la situation épidémiologique, nous serons en direct avec le chef du département de la réanimation au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Au CHU Ibn Rushd de Casablanca, justement, nous suivrons un reportage sur les équipes médicales du public et du privé. Elles conjuguent ensemble leurs efforts afin de mieux lutter contre le coronavirus, surtout concernant les spécialités les plus sensibles. Au temps du coronavirus et du confinement, la vente en ligne a le vent en poupe. Plusieurs familles optent pour le digital pour passer leurs commandes afin d'éviter tout risque de contamination. De leur côté, les professionnels du e-commerce redoublent d'efforts pour une hygiène irréprochable. Nous suivrons un reportage à Temara. Bonsoir, sachez tout d'abord que Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce royale au profit de 5654 détenus. Le souverain a également ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein des établissements pénitentiaires, particulièrement contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Justice. Le document précise également que les détenus bénéficiaires de cette grâce royale ont été sélectionnés sur la base des critères humains et strictement objectifs qui prennent en considération leur âge, leur état de santé précaire et la durée de leur détention, ainsi que la bonne conduite, le bon comportement et la discipline dont ils ont fait preuve tout au long de leur incarcération. Le département fait également savoir que, compte tenu des circonstances exceptionnelles associées à l'état d'urgence sanitaire et des précautions qu'il impose, ce processus sera exécuté par étapes successives. Dans ce cadre et conformément aux hautes instructions royales, les bénéficiaires de la grâce royale seront soumis à une surveillance, à des tests médicaux ainsi que la mise en quarantaine nécessaire à leur domicile, et cela pour assurer leur sécurité. Pour des considérations purement humanitaires que Sa Majesté le Roi a toujours souligné en insistant sur la protection de la santé et la sécurité des détenus, notamment dans ces circonstances difficiles et les conditions qu'elles les exigent pour empêcher la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires. Le souverain a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein de ces établissements, particulièrement contre la propagation de cette épidémie, conclut le document du ministère de la Justice. Et comme tous les soirs, faisons le point sur le bilan provisoire concernant les derniers chiffres relatifs au Covid-19 au Maroc. Le total des cas s'est élevé entre hier 18h et aujourd'hui 18h à 990 cas positifs, soit 107 nouveaux cas enregistrés. Le total des personnes soumises à une analyse au laboratoire et dont cette analyse s'est révélée négative est de 3358 cas. Le nombre de décès s'établit à 71, soit 11 décès en plus entre 18h hier et 18h aujourd'hui, alors que le nombre des personnes guéries est de 71. Celui des personnes mortes s'élève à 69. Par région, Casablanca-Stade est toujours en tête, suivi de Rabat-Salé-Kénitra, puis Marrakech-Safi, suivi de la région Fès-Meknès, est toujours noté 0 cas dans la région de Dakhla-Ouaddab. Et pour parler plus en détail de la situation épidémiologique dans notre pays, nous retrouvons tout de suite en direct le chef du département de réanimation au CHU Ibn Rushd de Casablanca, professeur Hussein Barou. Bonsoir. Comme nous venons de le suivre dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé, la région Casablanca-Stade et surtout la métropole de Casablanca enregistre malheureusement le plus grand nombre des cas Covid-19. Le directeur de la direction de l'épidémiologie et des maladies a souligné l'augmentation d'ailleurs parmi nous des cas asymptomatiques et nous reviendrons à cela. Mais tout d'abord, comment se présente la situation au sein de votre service de réanimation, sachant que la région de Casablanca-Stade enregistre le plus de cas?
Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est vrai, il y a le nombre de cas généralement qui augmente, mais heureusement, les malades, le nombre de malades qui ont besoin de réanimation n'est pas très élevé. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, au CHU de Casablanca, nous avons 33 malades dans les services de réanimation. Nous avons aujourd'hui dans les 3 services de réanimation, 33 malades dans pratiquement 1300 ventilations artificielles. Donc à peu près 38% de nos malades qui arrivent dans les services de réanimation ont besoin de ventilation artificielle. Donc fort heureusement, même si le nombre de cas augmente, le nombre de cas graves n'augmente pas beaucoup, donc ça n'a pas beaucoup de malades qui arrivent au service de réanimation. Fort heureusement, mais pour gérer d'éventuelles situations, professeur, de combien de lits disposez-vous pour gérer au mieux cette situation au niveau de l'hôpital CHU Ibn Rushd de Casablanca? Écoutez, donc nous on sait au niveau du CHU de Casablanca, nous sommes organisés en sites. Nous avons aujourd'hui 3 sites de réanimation qui sont ouverts, qui fait un total de 45 lits. Nous avons 4 autres sites qui sont prêts, équipés en matériel et en personnel. Les équipes sont sur place, qui totalisent un peu plus de 60 lits qui sont aujourd'hui prêts à recevoir les malades. Nous avons à côté de ça d'autres sites au nombre de 7 qui sont en cours d'équipement, en cours d'équipement et de dotation en personnel. Donc, et si l'on revient à une capacité. Ce qui fait une capacité donc de 150 autres lits que nous sommes en train de préparer. Nous ouvrons les sites, bien sûr, un par un au besoin. Donc lorsqu'un site est rempli, on ouvre un autre site progressivement. Aujourd'hui, donc la situation, on n'est pas réellement envahi par les malades. La situation est tout à fait détendue. Nous avons les sites ouverts. Aujourd'hui ne sont pas encore tous pleins. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de tous ces sites qu'on est en train de préparer. Et si l'on revient sur l'ensemble des patients porteurs du Covid-19, professeur, combien de cas critiques dénombrez-vous, y compris bien évidemment ceux qui nécessitent la réanimation avec des respirateurs artificiels ou mécaniques? Généralement, globalement, sur tous les chiffres qui sont publiés, moins de 5% de ces malades nécessitent les soins intensifs. Moins de 5%. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup de malades qui nécessitent les soins intensifs. Fort heureusement, sur les 5%, 75% arrivent à s'en sortir. Donc, qui passent sous ventilation artificielle ou uniquement d'autres moyens de réanimation. Mais on arrive quand même à faire sortir plus de 75% de ces 5%. Donc, c'est extrêmement important. C'est extrêmement réconfortant pour nous dans la mesure, même si cas grave, on arrive quand même à les sortir des réanimations. De quoi nourrir davantage d'espoir et de quoi être optimiste. Mais en parlant toujours, professeur, des cas graves, avez-vous un chiffre peut-être à nous avancer ce soir concernant le taux de mortalité enregistré bien évidemment parmi cette catégorie vulnérable, surtout au sein du CHU de Casablanca? Oui, bien sûr. Depuis le début, nous avons commencé le 4 mars 2020. Depuis le début, nous avons enregistré 9 décès, ce qui fait 24% de mortalité. Ce chiffre n'est pas important parce qu'on rejoint un peu la mortalité dans les services de réanimation hors Covid normal. Normalement, nous avons comme mortalité 24% de mortalité hors Covid. Le chiffre de 25% n'est pas un chiffre très élevé. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 24% de mortalité dans les services de réanimation. Et autre point positif, et vous l'avez souligné il y a quelques instants, pour l'instant, fort heureusement, vous n'êtes pas encore débordé, mais quel scénario prévoyez-vous en cas d'une éventuelle situation de saturation hospitalière, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment, professeur? Bien évidemment, comme je vous ai dit, on est organisé en sites. Nous avons des sites qui sont prêts, nous avons des sites en cours d'ouverture et d'équipement. Mais à côté de ça, nous avons aussi avec nous nos amis du secteur libéral qui sont avec nous, qui travaillent avec nous pour acquérir de l'expérience et bien sûr dans l'objectif de s'étendre aux autres hôpitaux de la santé publique, mais aussi aux autres cliniques privées au cas où la capacité de l'hôpital est dépassée. En plus de l'aide du secteur privé que vous évoquez justement, est-ce que vos équipes médicales reçoivent d'autres renforts à d'autres niveaux au fur et à mesure pour une meilleure prise en charge des patients, vu qu'on parle de la région la plus touchée quand même au niveau national, celle de Casablanca-Stade?
Nous avons, à côté de l'équipe médicale, nous avons aussi l'équipe paramédicale des hôpitaux de la santé publique, mais aussi des cliniques privées qui viennent chez nous pour acquérir de l'expérience et éventuellement travailler donc là où ils sont, au niveau des hôpitaux périphériques, mais aussi des cliniques dans le cas où la capacité de l'hôpital est dépassée. Et si l'on revient, professeur, à l'actuelle situation épidémiologique au Maroc, le constat, il faut le dire, est frappant. Nous sommes passés au cas importé, dont le taux est notoirement plus élevé. Et désormais, on parle carrément de foyers familiaux, professeur, ce qui devrait bien évidemment nous mettre tous la puce à l'oreille et nous pousser à redoubler de vigilance. La question est comment se protéger au sein de sa petite famille, surtout pour les personnes qui quittent leur foyer le matin et qui passent toute la journée à l'extérieur pour des raisons professionnelles et qui reviennent en fin de journée chez elles. Comment doivent-elles se protéger ? Je pense qu'il y a les mesures de protection que tout le monde connaît, que vous cessez de répéter au niveau de la télévision, qu'on ne cesse pas aussi de répéter. Il faut qu'on se protège. Il faut que tout un chacun protège tout un chacun. Je protège l'autre, il doit me protéger. Je dois penser à l'autre, il doit penser à moi. Tout le monde doit protéger l'autre. Tout le monde doit se protéger. Le port de masque est un élément extrêmement important. Le port de masque, on va justement y arriver, professeur. Mais au sein de la petite famille, pour une personne, par exemple, un père de famille qui passe toute la journée dehors, et bien le soir, il rentre chez lui. Doit-il éviter le maximum possible ses enfants, éviter les câlins, les enlaçades, se tenir à l'écart? Comment concrètement se protéger au sein du foyer familial? C'est cela la question, professeur. Oui, tout dépend là où il travaille. Donc c'est évidemment c'est un personnel de santé. Il est évident qu'il ne doit pas approcher la famille, qu'il doit mettre le masque, qu'il doit s'isoler le maximum possible. Mais évidemment s'il a un travail de bureau, il n'est pas vraiment en contact avec les gens. Il suffit qu'il mette le masque au niveau de son travail, lorsqu'il passe dans la rue et rentre à la maison. Bien évidemment, il faut qu'il se mette un peu à l'écart, qu'il n'approche pas, qu'il fasse pas de câlin à ses enfants éventuellement. Donc il faut absolument qu'il protège ses enfants. Il faut qu'il protège sa famille. Donc justement, respecter les consignes, les gestes barrières et les mesures de protection, les distances de sécurité et les câlins. On laissera ça pour après quand on aura, Inch'Allah, dépassé cette crise. Professeur, vous avez justement évoqué la question des masques et j'y reviens. On le sait, le virus est nouveau. Les études mondiales n'ont pas encore tranché plusieurs points. Et si l'on prend la question du port du masque, par exemple, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne et les États-Unis également, exhortent désormais les citoyens à emporter, quitte à recourir à des masques faits maison. L'essentiel est de se protéger la bouche et le nez, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous disait au tout début que le masque n'est pas vraiment nécessaire. Que devrons-nous faire, professeur? Emporter ou pas? Est-ce nécessaire? Je pense qu'aujourd'hui, au début, nous avons essentiellement des cas importés. Dans ce cas, le port de masque pour tout le monde n'est pas tellement important. Mais aujourd'hui, nous avons des cas, bien évidemment, qui sont disséminés autour de nous. Et je pense que le port de masque est extrêmement important. Il faut considérer que tout le monde est contaminant et on doit protéger les autres. Chacun doit protéger l'autre. Et je pense que le port de masque est un élément important pour protéger les autres et essentiellement pour protéger les autres et protéger sa famille. Bien noté, professeur, et reprenons avec une note positive, celle que vous avez évoquée dès le début, celle des chiffres concernant les guérisons qui réconfortent, consolent le corps médical, mais également tous les Marocains. Ces 2 derniers jours, le taux de guérison augmente de façon sensiblement, ce qui nourrit, je le répète, beaucoup d'espoir. Tout d'abord, avez-vous une explication à cela, une explication de manière générale, professeur ? Oui, bien sûr, parce que les cas hospitalisés en réanimation qui arrivent à la ventilation, il faut 3 à 4 semaines pour que ces malades sortent de la réanimation. C'est l'évolution normale de leur maladie. Donc c'est tout à fait normal que les malades que nous avons au début de l'épidémie sortent maintenant des réanimations, donc du fait de l'évolution de la maladie. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est les malades quand même qui rentrent en réanimation, des malades qui sont sous ventilation artificielle, il faut 3 à 4 semaines pour qu'ils puissent quitter la réanimation. Et toujours concernant les cas guéris, professeur, si l'on s'intéresse aux personnes, aux guérisons enregistrées dans la région de Casablanca-Stade, est-ce que toutes les personnes jusqu'ici rétablies ont suivi le même protocole de traitement ou cela différait d'un patient à un autre ?
Non, non, c'est le même protocole. D'ailleurs, c'est le protocole recommandé par le ministère de la Santé. Donc, on suit parfaitement le protocole et tous nos malades suivent ce protocole, bien évidemment, à côté des autres médicaments, parce qu'il y a des malades qui ont d'autres pathologies, qui nécessitent d'autres médications. Et bien évidemment, ces malades reçoivent leurs médications concernant leur pathologie qu'ils portent avant, plus le protocole lié à cette maladie. Justement, et en parlant des cas guéris et du protocole confirmé et pour lequel vous avez l'aval du ministère de la Santé, une autre question s'impose, professeur. La combinaison chloroquine-azithromycine a montré des résultats positifs et très encourageants, mais il se dit que plus elle est administrée aux patients pendant le tout premier stade, on va dire, de la maladie, plus elle est efficace. Le timing est-il vraiment décisif et important, professeur ? Oui, c'est important. Plus on démarre le médicament tôt, plus il est efficace. D'ailleurs, nous, c'est le protocole que nous suivons. Dès que le malade rentre, il est automatiquement et systématiquement mis sous traitement. On n'attend pas à ce qu'il s'aggrave du tout. On attend, dès le début, il est mis sous traitement. Et nous avons effectivement constaté qu'il y a une amélioration notable chez ces malades qui reçoivent ces médicaments. Donc le degré de l'efficacité de ce protocole est plus important et on va dire qu'il réduit plus la charge virale dès le début de la maladie. Professeur, autre question, y a-t-il de plus en plus de jeunes qui arrivent peut-être dans vos services? Et si oui, comment l'expliquez-vous, sachant que les universités et les écoles sont pour l'instant fermées et que nos jeunes sont censés rester confinés chez eux? Oui, effectivement. Donc, je pense, à mon sens, l'explication est que les jeunes n'ont pas intégré qu'ils sont concernés jusque-là. Cela est du fait qu'ils ne prennent pas les précautions qu'il faut. Donc, et c'est un appel que je lance à ces jeunes. Il faut absolument qu'ils sachent qu'ils peuvent être atteints par la maladie et ils doivent obligatoirement suivre les précautions de protection. C'est obligatoire, quel que soit l'âge de ces patients-là. Nous avons des jeunes, effectivement. Nous avons hospitalisé dans le service une jeune de 16 ans. Donc, bien évidemment, ça concerne tout le monde et tout le monde doit intégrer que c'est grave et qu'il peut être atteint par cette maladie. On doit obligatoirement respecter les consignes de protection et d'isolement. Donc c'est un appel qui est lancé ce soir à tous nos jeunes qui, malgré leur jeune âge, ne sont pas à l'abri et ils doivent se plier aux règles, respecter le confinement, réviser leurs devoirs et s'amuser peut-être à la maison et éviter de sortir. Mais de manière assez succincte, professeur, avant de conclure, quel est votre message aux jeunes? Bien évidemment, le message a été déjà transmis, peut-être à tout le monde, aux seniors, aux adultes, aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde qui nous regarde ce soir, professeur, avant de conclure. Je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, les services de réanimation ne sont pas envahis par ces malades. Ça veut dire que les formes graves, fort heureusement, ne sont pas très importantes et que seulement 5% de ces malades arrivent à réanimation. Nous avons tous les moyens nécessaires, tous les moyens humains, matériel nécessaire pour prendre en charge ces malades. Fort heureusement, plus de 75% de ces malades graves qui arrivent à la ventilation mécanique arrivent à s'en sortir, arrivent à quitter la réanimation. Donc fort heureusement, il n'est pas à s'inquiéter. L'équipe médicale, paramédicale sont là pour s'en occuper. Aujourd'hui, les services de réanimation ne sont pas débordés, je le souligne. Nous avons encore de la place, il y a de la place, il y a des sites, il y a du matériel, il y a des équipements, il y a du personnel médical et paramédical qui sont prêts à accueillir tout le monde. On espère ne pas en arriver là. Merci, professeur. Ce sont des messages effectivement très rassurants, mais ce n'est pas pour autant que nous devons baisser la garde. Il faut redoubler de vigilance et ne pas arriver à ce stade. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. Professeur Hussein Barou, je rappelle que vous êtes le chef du département réanimation au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Les médecins du secteur privé se joignent à leurs compagnons du devoir pour les épauler dans le combat contre le coronavirus. Une louable mobilisation qui concerne plusieurs spécialités, surtout celles les plus sensibles, les plus sollicitées en ces temps de crise sanitaire. On en parlait tout à l'heure, celle de la réanimation et au CHU de Casablanca par exemple. 9 médecins anesthésistes et réanimateurs travaillent en ce moment sans relâche avec les équipes du CHU. Ahmed Hamri et Sarah Katir.
Ils sont 9 médecins et professeurs, anesthésistes réanimateurs, opérant dans le secteur privé à s'être portés volontaires au sein du CHU Ibn Rushd à Casablanca, et ce dans le cadre de la mobilisation et des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus au Maroc. C'est des médecins spécialistes anesthésistes réanimateurs qui ont répondu à notre appel pour venir au niveau du CHU. Pour une bonne partie, c'est des anciens professeurs du CHU. Il y a d'autres médecins qui ont répondu aussi spontanément à notre appel. On est très content de les accueillir et c'est un renfort très important pour le CHU et c'est une traduction en fait de la manière avec laquelle le secteur de la santé répond à cette pandémie. La liste de ces médecins volontaires pourrait s'élargir pour comprendre d'autres anesthésistes réanimateurs qui seront mobilisés pour recevoir les patients du Covid-19 et préparer les infrastructures nécessaires pour lutter contre cette pandémie. On est en séance de préparation pour faire face à cette épidémie, aussi bien ici à l'hôpital, et nous sommes disposés, nous sommes mis à la disposition du CHU, et éventuellement, si ça continue l'extension continue, on peut éventuellement aller dans d'autres services et donc continuer à batailler contre ce Covid. On travaille main dans la main, une seule famille, un seul secteur qui est confondu pour faire face à cette pandémie. Et le secteur privé, depuis le début, a déclaré que les structures sont ouvertes et sont mises à la disposition du ministère et que dans un premier temps, au lieu de croiser les bras, d'abord on travaille sur le site qui travaille. Si jamais il est dépassé, on pourra toujours ramener un renfort au besoin. Le secteur médical libéral s'est joint à cette lutte en engageant des infrastructures et des compétences humaines au service de cette bataille contre le coronavirus. Également en mobilisation inconditionnelle et sans précédent des médecins militaires et de leurs homologues civils dans la lutte contre le coronavirus. Ensemble, ils mettent en place et concrétisent plusieurs actions médicales avec un sens très élevé d'engagement et de patriotisme. Et cela sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Exemple tout de suite avec ce reportage réalisé par Fenna Shakel Alaoui à l'hôpital Saniet Hermel de Tétouan sur un récit de Boubkar Ben Khabret. À l'hôpital Saniet Hermel, l'heure est à la mobilisation et au sacrifice pour lutter contre le Covid-19. Un combat de tous les jours et de toutes les heures que mènent les équipes médicales civiles et militaires. Les cadres de la médecine militaire sont sur le pied de guerre pour prêter main forte à leurs collègues civils de l'hôpital. Nous avons le devoir de prêter main forte à nos collègues de l'hôpital pour mieux combattre le Covid-19. Nous restons vigilants pour faire face à cette pandémie. Nous restons très confiants. Nous travaillons en étroite collaboration. Nous avons pris toutes les mesures pour faire face à cette terrible situation sanitaire que le monde vit actuellement. Nous avons créé un trajet séparé spécial Covid-19 pour les cas suspectés. Nous avons augmenté la capacité litière de l'hôpital, notamment au service de réanimation, et nous avons également enrichi notre stock en médicaments. Le premier cas de guérison suite à l'infection au nouveau coronavirus a quitté l'hôpital. Plusieurs autres patients sont toujours sous traitement. Le personnel soignant est mobilisé pour accueillir dans les meilleures conditions d'autres éventuels cas de Covid-19. Dès que nous recevons un cas suspect, nous procédons aux premières analyses médicales avant l'utilisation d'un protocole de traitement à base de chloroquine et d'azithromycine ou autres médicaments. Les patients sont suivis 2 fois par jour pour s'enquérir de leur état de santé. بالنسبه لهاد المرضى هادو كاين على الاقل زيارتين في اليوم ديال الطاقم الطبي اللي كيزورهم من اجل الاشراف على حالتهم. كنطلبوا من الساكنه يلتزموا مزيد. Tant que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les citoyens doivent rester confinés chez eux. Cela nous évitera d'avoir un nombre élevé de personnes contaminées par le coronavirus. Le staff médical veille jour et nuit aux malades.
À travers le royaume, 107 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés durant ces dernières 24 heures, et ce jusqu'à 18 h ce soir. 6 rémissions de plus, portant les cas guéris à 71. Vous êtes des ramédistes, vous avez effectué vos déclarations sur le 12-12 afin de bénéficier des aides accordées par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Eh bien, sachez que le fonds servira les aides financières pour les dossiers acceptés à partir de demain lundi 6 avril. Comment se déroule donc la procédure? Élément de réponse tout de suite avec Mohamed Elchkar. À partir du 6 avril, vous recevrez un message SMS qui comprend un code et le nom du réseau où vous pourrez effectuer le retrait. Si vous vous présentez à un réseau autre que celui indiqué dans le SMS, vous ne pourrez pas récupérer le montant de l'aide. Et puis, sachez que 2 cas se présentent. Si le réseau indiqué dans le SMS est une agence de paiement, il faut alors se présenter à l'agence, muni de votre carte d'identité nationale, pour retirer le montant de l'aide. Mais si le réseau indiqué est un guichet automatique d'une banque donnée, vous introduirez le numéro reçu par SMS et les 4 derniers chiffres de votre carte d'identité nationale pour le code PIN, à l'exception du crédit agricole pour lequel le code PIN est de 6 chiffres. Et au cas où le numéro de la carte d'identité nationale est composé de moins de 4 chiffres, il faudra alors compléter les 4 chiffres du code PIN avec des zéros. Voici un exemple. Votre CIN, c'est B12. Dans ce cas, le code PIN à introduire est de 1200. Si votre CIN, par exemple, est de B123, le code PIN à introduire est de 1230. Si votre CIN est B123 456, donc B suivi de 6 chiffres, dans ce cas, le code PIN à introduire est de 4 chiffres seulement, c'est-à-dire les 4 derniers chiffres du numéro de votre carte d'identité nationale, 3, 4, 5, 6. Pour toute demande d'information au sujet du retrait de l'aide, le bénéficiaire peut appeler le numéro de téléphone qui est indiqué par SMS. Pour les non-ramédistes, la procédure les concernant sera bientôt annoncée. Pour ce qui est des aides financières destinées aux salariés mis à l'arrêt par leur employeur en cette période de crise sanitaire, eh bien les aides seront débloquées à partir du 8 avril et cela après l'enregistrement des bénéficiaires sur le portail covid19.cnss.ma. Les bénéficiaires seront dans un premier temps avisés par SMS et le règlement s'effectuera soit par virement bancaire pour les salariés qui disposent de comptes bancaires, soit à travers les agences Wafakash après réception d'un code secret par SMS pour les salariés ne disposant pas de compte bancaire. Et dans le cas où la CNSS ne dispose pas du numéro de téléphone de l'intéressé, eh bien le code lui sera transmis par voie postale à l'adresse renseignée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les bénéficiaires peuvent également recevoir le code secret via le portail des affiliés de la CNSS qui appelle l'ensemble des bénéficiaires à prendre les mesures sanitaires de précaution lors de toutes ces démarches d'indemnisation. Et je vous rappelle à présent toutes les plateformes téléphoniques mises à votre disposition afin de répondre à toutes vos questions concernant le coronavirus et pour vous orienter en cas de suspicion. Il s'agit d'Allo Yaqada, Allo 300 et 141. Allo Yaqada dont le numéro économique s'affiche à l'instant même à l'écran. Toutes ces lignes sont pour appel à votre écoute et déjà opérationnelles depuis plusieurs jours. La vigilance est donc partout de mise. Elle prend plusieurs formes avec à la clé la communication et l'anticipation. À Berkane, un comité de veille a été activé pour assurer le suivi de l'état épidémiologique des Marocains du monde qui ont regagné récemment la mère patrie. Des images signées Rachid Latabi sur un commentaire de Zakaria Mokembila. Nous sommes à la préfecture de la province de Berkane. Dans cette salle, un comité de veille Covid-19 œuvre 24 heures sur 24 à suivre l'état des cas atteints par le coronavirus et des personnes qui les ont côtoyés. Une plateforme informatique sophistiquée est mise en place. Ces équipes travaillent à la collecte des données, à réaliser des enquêtes par téléphone
et à centraliser l'information au niveau de la province. Cette plateforme offre la possibilité de la géolocalisation des données des cas suspectés d'être atteints. Les autorités locales nous ont aussi fourni la géolocalisation des MRE qui ont regagné la province. Nous pouvons alors identifier les foyers qui pourraient représenter un risque de contamination au niveau de la province de Berkane. Ici, des agents de la plateforme Allo 300 se chargent de répondre aux requêtes des citoyens et de définir la géolocalisation de ces données sur la plateforme de la province. L'équipe de veille compte différents intervenants, dont 5 médecins qui répondent aux appels téléphoniques et des agents des autorités locales. C'est l'identification des personnes. Ce comité a pour mission le suivi des personnes contacts et l'identification des cas possibles et confirmés. Les intervenants travaillent en équipe. À chaque fin de journée, ils procèdent à un croisement des données afin d'établir une liste finalisée et un classement des cas en fonction des priorités. Risque élevé, modéré ou faible. Modéré et faible. Cette équipe, elle assure le suivi quotidien des personnes confinées à domicile, en contact avec les cas positifs. Donc on véhicule deux types d'informations. C'est l'état de santé de ces personnes, donc d'éventuelles possibilités d'apparition de symptômes Covid-19. On véhicule aussi un message de réconfort à ces personnes confinées. Aussi on veille au respect des règles de confinement à domicile. Les différents intervenants conjuguent leurs efforts pour s'assurer de l'état de santé des cas suivis. Au niveau de la province, plusieurs mesures sont adoptées, dont un hôpital dédié au Covid-19 à Saïdia. D'une capacité de 68 lits, l'hôpital dispose d'un circuit approprié pour les cas atteints. 25 médecins et 25 infirmiers sont mobilisés. Et une attention toute particulière est accordée aux femmes enceintes en cette période de crise sanitaire. Elles doivent bien évidemment redoubler de vigilance pour protéger leur santé et celle de leur futur bébé. Elles doivent également immédiatement consulter et si jamais elles présentent des symptômes inquiétants, nous avons consacré notre visite à l'hôpital mère-enfant Abdrahim Harouchi de Casablanca à l'unité d'isolement des femmes enceintes à suspicion. Retrouvons tout de suite Sarah Katir et Ahmed Hamri. C'est dans cette unité spécialement conçue pour isolement des femmes enceintes à suspicion du Covid-19 que sont désormais reçues les patientes au sein de l'hôpital mère-enfant Abdrahim Harouchi à Casablanca. Il s'agit d'une structure de 10 lits garantissant un isolement total de ces futures mamans. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, bien sûr, nous nous sommes préparés, comme tous les autres hôpitaux du Royaume, pour recevoir ces femmes enceintes qui vont nécessiter en même temps prise en charge de leur pathologie et de l'infection. Pour ça, on a créé une petite unité à part qui va recevoir ces patients. Une équipe multidisciplinaire comprenant réanimateurs, sages-femmes, gynécologues, pédiatres et infirmiers est mise entièrement à la disposition de cette unité. C'est une unité qui est complète, qui comporte 10 lits d'hospitalisation, une salle d'accouchement, une unité de réanimation et un bloc opératoire dédié à cette situation. Donc pour ça, nous avons établi une liste de garde, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. L'unité Covid-19 pour femmes enceintes a déjà reçu 3 cas de suspicion du virus qui se sont avérés négatifs après analyse. Mais en raison des changements physiologiques qui surviennent durant la grossesse, les femmes enceintes sont plus à risque de présenter des complications après l'atteinte par ce coronavirus, d'où la nécessité d'une prise en charge médicale complète. Et faisons à présent le point sur la situation dans le monde. La pandémie a fait plutôt plus de 65 000 morts à travers le globe depuis son apparition en décembre dernier en Chine. Pour ce qui est des cas d'infection officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires, eh bien, il s'élève à plus d'1 200 000 cas. En termes de décès, l'Italie est toujours en tête avec un macabre bilan de plus de 15 000 morts. Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec plus de 12 000 morts, les États-Unis avec plus de 8 000 morts, la France avec plus de 7 000 morts et le Royaume-Uni avec plus de 4 000 morts. La Chine, sans les territoires de Hong Kong et de Macao, a dénombré entre hier et aujourd'hui 30 nouveaux cas.
Retour chez nous et cap une nouvelle fois sur Berkane et focus cette fois-ci sur le comité de veille sociale mis en place pour chapeauter plusieurs initiatives visant à atténuer les effets socio-économiques du coronavirus sur les populations les plus vulnérables. Les développements tout de suite avec Rachid Latabi et Oumaima Ramli. Préfecture provinciale de Berkane. C'est ici, dans ces bureaux, que toutes les communications des citoyens sont reçues. Ils appellent des 4 coins de la province pour bénéficier des aides. Les informations reçues seront ensuite utilisées pour étouffer la base de données. Comme vous le voyez, les informations reçues sont traduites dans cette carte simple à lire. 3 points de couleurs différentes y figurent. La couleur rouge est utilisée pour désigner les personnes qui n'ont pas encore bénéficié des aides. Le vert désigne ceux qui ont déjà profité et le jaune est pour ceux qui ont bénéficié des aides venant d'autres associations ou autres. Cette cellule de veille a pour but de faciliter aux citoyens l'accès à l'information et par la même occasion d'alimenter une nouvelle base de données qui sera adaptée lors de la 2e phase. Le but est de faire bénéficier toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu les aides. Une initiative de forte solidarité. Toutes les familles dans le besoin recevront des denrées alimentaires et des matières de première nécessité. Pilotée par le Croissant Rouge marocain, cette action vise non seulement les citoyens, mais aussi tous les ressortissants subsahariens établis dans la province. Nous remercions les autorités de la ville de Berkane ainsi que celles du Croissant Rouge pour leurs aides précieuses. La population que nous ciblons, ce sont les personnes dont l'activité professionnelle a été impactée par cette crise sanitaire, notamment les personnes qui travaillent dans le secteur informel. Ces gens-là sont actuellement dans le besoin. En cette période, il est nécessaire de se serrer les coudes. Une action citoyenne, elle s'ajoute aux nombreuses initiatives qui voient le jour en cette période de crise sanitaire où les mots maîtres de la situation sont précaution et solidarité. L'état d'urgence sanitaire se poursuit donc au Maroc et bien que les commerces essentiels soient toujours ouverts, certaines personnes préfèrent ne pas sortir de chez elles et faire leurs achats en ligne. Fruits, légumes, viande, tout y passe et les commandes explosent et les chiffres avec. Une belle embellie pour le e-commerce qui prend désormais la main plutôt dans plusieurs familles. C'est un reportage de l'Arbin Hayri avec Oumaima Ramli. Il est un peu plus de 9 h du matin. Nous sommes dans une entreprise de livraison de fruits et de légumes. Ici, tout le monde se plie aux règles d'hygiène. Chaussures trempées dans l'eau de Javel, mains désinfectées et bavettes. Une fois leurs gants enfilés, ces agents vaquent à leur mission. Sur ce tableau sont affichées les commandes du jour, commandes que les clients passent par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour la commande oui, marhaba. Alors voilà, je veux toujours mon panier moyen, il y a les légumes. Oui. Aussitôt reçu, cette commande sera préparée avec minutie. Des légumes bien choisis et des fruits de saison selon le choix du client. Un large panel est mis à leur disposition sur le site de l'entreprise. Chaque semaine, on propose 3 formules. Donc, il y a 3 paniers, le panier small et le panier medium et aussi le panier large. Donc, c'est une offre promotionnelle chaque semaine qu'on lance chaque samedi. Sinon, les clients ils ont la possibilité de personnaliser le panier eux-mêmes. En moins de 15 minutes, la commande est prête pour livraison. Cette camionnette sillonnera les rues de Rabat et alentours pour acheminer les courses au domicile des acheteurs. Arrivée à destination, la commande est réceptionnée par le client et vidée dans des sacs, le temps de désinfecter la marchandise. Une procédure à laquelle beaucoup se sont habitués avec le confinement. Le service nous convient tout à fait parce que la première chose, c'est qu'on ne sort pas. On ne sort pas, donc je pense que c'est une mesure barrière assez efficace. On n'a affaire qu'à une seule personne et non pas 10, 15, 20, comme c'est le cas en supermarché, en grande surface ou au marché directement. Donc on réduit considérablement les risques d'exposition. Et puis ensuite, ces messieurs
je pense, prennent des mesures individuelles nécessaires, c'est-à-dire les gants, les masques, etc. En cette période de crise sanitaire, les gens sont appelés à diminuer au maximum leurs sorties. Une circonstance qui a boosté l'activité des entreprises de livraison à domicile. Le e-commerce s'impose donc comme une activité palliative en cette période critique. Vous avez des questions en cette période des critiques justement concernant le coronavirus et son impact sur le plan socio-économique? Eh bien, n'hésitez pas à les poser sur nos pages sur les réseaux sociaux. Al-Oula se met effectivement à votre écoute par le biais d'un programme interactif. Une nouvelle émission dédiée à interagir avec vous à travers des messages écrits, audio ou encore de préférence audio-vidéo. Dès le premier numéro, un expert répondra à vos questions concernant les indemnités forfaitaires au profit des salariés déclarés à la CNSS pour perte provisoire d'emploi à cause de la crise sanitaire justement. La nouvelle émission est intitulée Covid-19. J'ai une question. عندي سؤال. Et comme tous les acteurs concernés par la lutte contre le coronavirus, les autorités, vous le savez, et les forces de sécurité, le personnel de la santé, les pharmaciens, tous sont entièrement mobilisés pour faire respecter le confinement. Et pour remercier ces services, ces agents, les citoyens, notamment dans la ville de Tétouan, ont offert à ces agents des fleurs dans la ville de Tantan, comme vous le voyez sur ces images. De belles images qui symbolisent la reconnaissance et les efforts considérables consentis également par les autorités et les forces de sécurité sont reconnus par nos compatriotes à Fès qui, depuis leurs fenêtres, entonnent en chœur l'hymne national, regardant et écoutant. Des images qui donnent des frissons. Puisse Dieu protéger le Maroc et toute l'humanité. C'était le clap de fin. Merci de votre fidélité et à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien surtout.